Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impactante, le podcast qui prend soin de la santé des femmes, santé, celui du microbiote intestinal. On entend beaucoup parler de deuxième cerveau, de flore intestinale, de probiotiques, mais que sait-on vraiment de ce monde microscopique qui vit en nous et avec nous? Pour en parler, j'ai la chance de recevoir Dr Laure Iverna, spécialiste et passionnée par le lien entre l'intestin, l'immunité, le mental et l'alimentation. Ensemble, on va explorer le rôle du microbiote, ses impacts sur notre santé physique et mentale, et comment en prendre soin au quotidien. Préparez-vous à changer de regard sur ce qui se passe dans vos intestins. Bonne écoute. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la lettre Impactante. Ce n'est pas juste une newsletter et vous pouvez la recevoir chaque semaine. C'est une source exclusive d'articles, de tests et de résultats sur les innovations qui comptent. C'est l'occasion d'approfondir chaque sujet et de rester à la pointe de l'actualité. Salut Laure! Bonjour Barbara, Ça va? très bien et toi? Très bien aussi. D'ailleurs, on est super heureuse avec Magali de te recevoir sur le podcast aujourd'hui parce que quand on a choisi ce thème, c'était avec notre communauté. Donc, c'est Ouais. un thème qui parlait énormément aux personnes qui nous suivent. Et on voulait une experte dans le domaine, on t'a trouvé. Donc, voilà, on est super contente. Ouais, je suis vraiment ravie d'être invitée sur ce podcast avec grand plaisir pour parler des bactéries et voilà, tous leurs super pouvoirs. De tout ce qu'on est constitué. Exactement. Euh, Toi, déjà, comment tu as commencé, enfin, comment tu t'es spécialisée justement dans la sphère du microbiote? Comment ça t'est venu? Oui, alors c'est un petit, on va dire un chemin entre guillemets, même pas d'entre guillemets, de guérison finalement, puisque moi à l'origine, donc je suis docteur en pharmacie, c'est-à-dire que je me prédestinais à une carrière de pharmacien, mais plus précisément dans l'industrie pharmaceutique. Donc j'avais pas vocation à travailler derrière un comptoir de pharmacie, mais plutôt sur la partie développement produit, le côté marketing, mise sur le marché. Donc l'aspect aussi assez politique finalement, j'ai été exposée, on va dire, à tout ce qui est lobby pharmaceutique. Notamment, je travaillais sur des maladies chroniques, type diabète, maladies cardiovasculaires, les cancers aussi, traitements anticancéreux. Et en fait, je me suis assez rapidement rendu compte qu'on faisait beaucoup de business sur la maladie plus que sur la santé. Donc, j'ai pris un positionnement assez, non pas controversé, parce qu'aujourd'hui, mon background de pharmacien, toutes mes connaissances au niveau des médicaments, au niveau des maladies, est vraiment précieux et je pense que c'est pas un hasard pour que je sois passée par cette étape, on va dire, industrie pharmaceutique, mais j'ai vraiment pris conscience à quel point nos systèmes de santé aujourd'hui ont une énorme carence en termes de prévention et d'éducation à la santé et on ne parle absolument pas du pouvoir de notre quotidien, de notre alimentation et à quel point c'est un véritable médicament. Et aujourd'hui, on a tendance dans les sociétés à penser qu'une petite pilule magique va enrayer des années de malbouffe, d'excès, de stress, de manque de sommeil, etc. Donc, c'est complètement faux. Alors, évidemment, parfois, on n'a pas le choix, en fait, d'avoir recours à des traitements. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'encadre aussi beaucoup de patients qui ont déjà des pathologies avérées, qui prennent certains traitements. Donc, j'ai, on va dire, une certaine sécurité dans la prise en charge, puisque je connais, en fait, tous ces médicaments. Et je vais les aider, en fait, à incorporer beaucoup plus de prévention, d'éducation via une médecine naturelle. Donc, ensuite, je me suis spécialisée, en fait, en ce qu'on appelle la naturopathie. Donc, la naturopathie, c'est une médecine très en vogue aujourd'hui qui n'est pas forcément réglementée encore. C'est bien parce que justement, on peut la faire évoluer. Parfois, les réglementations peuvent mettre beaucoup trop de cadres. En revanche, en termes de formation, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, moi, je suis formée notamment en Angleterre. C'est une formation de nutrition fonctionnelle, en fait, sur 3 ans, malgré un parcours médical. Donc, j'ai vraiment voulu reprendre à zéro parce qu'en fait, la nutrition, on ne l'enseigne pas du tout dans les facs de médecine, de pharma. Donc, il fallait vraiment que j'apprenne cette nouvelle médecine, on va dire. Et ensuite, je me suis spécialisée petit à petit au niveau du microbiote. J'ai refait un DU, c'est un diplôme universitaire sur les microbiotes, parce qu'on en parlera, on a plusieurs microbiotes, et également au niveau des plantes, phytothérapie, etc. Donc, en fait, je pense que quand on se penche un petit peu sur le sujet de la santé, on se rend compte qu'il y a énormément d'outils, de choses qu'on peut apprendre. C'est passionnant. Et je pense que c'est intéressant d'avoir évidemment un cadre de médecine, on va dire, plus conventionnel, parce que c'est les systèmes qui sont aujourd'hui mis on va dire, en avant auprès des patients, mais d'avoir cette curiosité en tant que scientifique, finalement, de se dire, et si on pouvait soigner autrement? Et si peut-être que parfois, certaines médecines n'ont pas forcément un backup scientifique, mais il y a des effets, donc est-ce que nous, en tant que scientifiques, on peut essayer de trouver des preuves? Et en fait, je suis vraiment à l'affût de toutes ces nouveautés, et le microbiote est vraiment au devant de la scène médicale
Donc ça a été une véritable, non pas révélation, mais une passion de comprendre un petit peu plus, les mystères en fait de ce microbiote. Et pour ma part aussi, en parallèle, j'ai vécu un burn-out professionnel. Comme tu peux l'imaginer quand on travaille dans ces grosses boîtes, industrie pharma, et qu'on se fait des constats qu'on n'est pas du tout aligné avec son secteur, en fait, ça, Mmh. il y a quelque chose qui se déconnectait complètement. Et en fait, si j'ose dire, c'est mon petit ventre qui m'a sauvé la vie puisque j'ai développé ce fameux syndrome de l'intestin irritable. On en parlera un petit peu plus. Pour moi, c'est un peu la pathologie, enfin le syndrome poubelle en fait, mais qui est très compliqué. On met un peu voilà, tout ce que les gastros ne peuvent pas vraiment diagnostiquer en maladie de Crohn, maladie cœliaque, syndrome de l'intestin irritable, c'est dans la tête du patient, débrouillez-vous. Sauf que derrière, on se retrouve avec un désert thérapeutique, on n'a absolument pas de solution. Et en fait, c'est la méthode que j'ai créée, ça a été mon propre médicament. C'est vraiment ce dont j'avais besoin, en fait. Donc, je suis experte, mais je suis surtout ma première patiente, en fait. Ouais, Donc, ton j'ai ton vécu. testé plein de choses et voilà. En fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que du coup, tu as la double casquette parce que tu as quand même, mis le pied, les pieds dans le monde médical Mm. pur là, pour le coup. Oui, Parce que vraiment l'industrie pharmaceutique, bon, on en comme tu en as parlé, c'est quand même, voilà, c'est controversé sur, pas mal de choses. Mais c'est vrai que, bah, du coup, d'avoir la formation naturo et en plus d'avoir ton vécu en tant Mm. que, bah, voilà, patiente comme tu le dis, beh, ça te fait en fait un comment dire? Un panel de choses que tu peux aussi, Exactement. ouais, Ouais. tu as pu, expérimenter en plus, ce que tu C'est mettais en ça, place. exactement. Et c'est vrai qu'au travers de ce que j'appelle un chemin de guérison, on en parlera plus en détail parce qu'il y a l'aspect physique, mais aussi mental, émotionnel. On peut aller même bien au-delà au niveau spirituel. En fait, c'est vraiment un parcours un peu du combattant, c'est d'essayer de trouver beaucoup de solutions. Et je trouve qu'aujourd'hui, la médecine est beaucoup trop réductionniste. On va donner une petite pilule magique sans trop comprendre la complexité du corps. Elle est beaucoup plus passionnante et je pense que les systèmes de soins devraient changer, les facultés où on enseigne aux futurs soignants, on devrait intégrer beaucoup plus de prévention, d'éducation et d'ouverture en fait vraiment sur toutes ces méthodes en fait qui peuvent vraiment nous aider. OK. Justement, est-ce qu'il y a un lien établi, pardon, entre le microbiote intestinal et la santé mentale? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, tu vois, que des troubles comme l'anxiété, la dépression soient des maladies, dites digestives? Oui, complètement. Bah, en fait, déjà, il y a la sérotonine. Tu as peut-être entendu parler, la sérotonine, c'est vraiment, alors on l'appelle l'hormone du bonheur. En fait, c'est un neurotransmetteur, bon, c'est un peu comme une hormone, et qui est responsable, en fait, de nos humeurs. Donc, à ce niveau-là, on n'est pas tous égaux d'un point de vue chimique, en fait, en termes d'hormones, neurotransmetteurs. Il y a des personnes, d'un point de vue même génétique, en fait, et après, évidemment, notre hygiène de vie, vont naître avec des capacités beaucoup plus robustes, on va dire, face à l'anxiété, face à la dépression, etc., et des personnes beaucoup plus fragiles en fait. Donc on n'a déjà pas vraiment le même point de départ, on va dire. Et en effet, il y a un lien dans le sens surtout, donc le microbiote, on fera une petite définition du microbiote parce que voilà, mais c'est l'ensemble des bactéries, mais aussi donc tout ce qui est microbien en fait. Donc il y a les bactéries, il y a des levures, des archées aussi, sans entrer dans les détails, principalement des bactéries, mais qui vont en fait jouer un rôle important au niveau aussi de la production de beaucoup de choses, au niveau synthèse, par exemple fermentation des fibres, synthèse des vitamines, certaines vitamines, etc. Mais en fait, l'intestin en lui-même, en fait, est aussi responsable, avec l'effet du microbiote, de la synthèse de la sérotonine. Donc, je crois que c'est 70%, si ce n'est plus, en fait, de sérotonine qui est synthétisée au niveau de l'intestin. Donc, quand on sait que la sérotonine est souvent le grand coupable, la grande coupable en fait de nos humeurs, de nos baisses de morale, etc., évidemment, il y a un lien très très fort. L'intestin, en fait, c'est plus l'intestin qu'il faudrait soigner dans la majorité des dépressions et de l'anxiété aussi. D'accord. Mm. Donc, ouais, c'est incroyable. Il y a plein de personnes, je pense, qui ne sont pas du tout au courant de ce genre de choses. Oui, exactement. Et on va s'acharner sur eux, peut-être sur le côté, alors thérapie évidemment, parce que je pense de toute façon, il y a une grande connexion entre le cerveau et l'intestin. Pendant longtemps, on a pensé que l'intestin, c'était un tube à digérer et c'est tout. Mmh. C'est beaucoup plus complexe. Il y a 200 millions de neurones, 200 000 neurones, donc c'est très, très innervé, on va dire. Et on s'est dit, ça peut pas être aussi sophistiqué, entre guillemets, pour être juste un tube à digérer. Et en fait, il ressent beaucoup de choses. Cet intestin, on parle beaucoup du gut feeling, notamment, Mmh. mais c'est vraiment notre sixième sens, en fait, qui est logé au niveau de l'intestin. Et il y a une connexion avec le cerveau via notamment beaucoup d'autres choses, mais le nerf vague
Donc, on en parle de plus en plus, ce nerf vague, qui peut justement un peu être court-circuité par des bactéries. Si par exemple, on a un microbiote qui est déséquilibré, les bactéries, mauvaises bactéries, peuvent venir court-circuiter et envoyer des mauvais messages au cerveau. Donc, en fait, on va se retrouver à avoir justement un dysfonctionnement au niveau des humeurs, de l'anxiété, un état dépressif, qui peuvent être liés justement à une dysbiose intestinale, un problème de microbiote. Et du coup, les personnes qui sont sous anxiolytiques et antidépresseurs, est-ce qu'il y a un effet cercle vicieux? Puisque du coup, on sait que les médicaments détériorent quand même le microbiote. C'est une Et bonne est-ce que, question. Ouais. tu vois, est-ce que du Alors, coup, ouais, c'est une question qui est un peu, on va dire, complexe à répondre parce que, évidemment, en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte, on parlait beaucoup des antibiotiques qui étaient très mmh, mauvais pour le microbiote. Mais en fait, mmh, tout médicament a un impact sur le mmh, microbiote. Un aussi dont on parle pas forcément, mais qui est automédiqué, sont les inhibiteurs de la pompe à protons. Je ne sais pas si tu connais les IPP, donc ouais. tout ce qui est quand on a des reflux gastriques, etc., qui peuvent être pris en pharmacie sans ordonnance, même beaucoup de généralistes gastro donnent ça. C'est une vraie catastrophe sur le microbiote. Donc Ah faites ouais, vraiment d'accord. attention. Je mets un petit. Ceux Ouais. qui en prennent, dans tous les cas, doivent connaître ces produits. Et en Et fait, faites les femmes enceintes, ce qu'elles prennent là aussi, non? C'est pas ça? C'est pas ça? généralement, oui, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des reflux. Généralement, on va pas trop conseiller à une femme enceinte de prendre ça. En fait, on peut Mmh. même en donner aux enfants aussi, parce que parfois, il y a le système Ouais, digestif ouais. qui est mature. Donc, on se dit, il y a beaucoup de reflux, donc on va leur donner ce genre de, je cite pas les noms, mais voilà, Ouais, ouais. de produits. Et en fait, c'est super mauvais pour toute la digestion et au niveau du microbiote, puisqu'on décale le problème après au niveau de l'intestin. Donc, c'est D'accord. catastrophique. Mais voilà, pour résumer, tout médicament a un impact sur le microbiote. Et du coup, pour les antidépresseurs, c'est évidemment le cas aussi. En Mmh. revanche, c'est toujours un peu les décisions, comme on dit, c'est bénéfice, le ratio bénéfice-risque. Donc, elles vont Mmh. être, si le bénéfice est plus important que le risque, évidemment, bon, ce serait une solution de la moins pire des solutions. Oui. Donc, mon avis sur les antidépresseurs, c'est que c'est pas automatique comme les antibiotiques, c'est qu'il faut évidemment faire tout un travail ailleurs, en fait, essayer de comprendre d'où vient le problème parce qu'on va Mmh. masquer un symptôme et c'est pas bon parce que c'est le corps qui nous parle qu'il y a un problème. Donc, si on étouffe un symptôme, c'est qu'il y a quand même un mal-être à l'intérieur qu'il faut prendre en charge. Le corps, quand on masse le symptôme et qu'on l'écoute pas, il va parler encore plus fort. Et après, il peut développer des pathologies. Donc vraiment, j'invite, et je pense que c'est la majorité des cas, mais pas toujours, c'est de pas seulement prendre des traitements antidépresseurs si c'est votre cas, mais de vraiment faire tout un travail de guérison, de thérapie, etc. Pensez aussi à l'intestin, à votre hygiène de vie, parce que ça conditionne énormément notre santé mentale. Mais parfois, on n'a pas vraiment le choix. Il y a certains patients qui sont même dépendants, qui ont besoin en fait d'un boost à ce Mmh. niveau-là. Donc voilà, c'est pas non plus. Donc vraiment prendre en charge après sur le microbiote, ça va être important aussi d'avoir une bonne alimentation et ça permettra d'accompagner, voire peut-être de diminuer les doses, voire d'arrêter certains traitements antidépresseurs. OK. Et tu sais, on parlait là de prendre soin de son intestin, mais du coup, avec l'essor des probiotiques en vente libre, comment faire le tri justement entre effet marketing et bénéfices réels? Et est-ce qu'il existe un risque à s'auto-microbioter? J'aime bien ce terme. Quand je l'ai lu, je ne connaissais pas. Première fois que je l'entends, j'aime beaucoup. Et on est là pour inventer des mots. Écoute, mon avis sur les probiotiques, il est aussi, alors non pas tranché, parce que je pense qu'il y a du bon et du mauvais de partout. C'est pas blanc ou noir la santé. C'est pas, j'aime pas les discours qui vont vraiment dire que un aliment est génial ou les probiotiques sont géniaux et ça va enrayer tout. C'est la panacée en quelque sorte. Non, ça marche pas comme ça. En revanche, dans notre société, on nous a habitués à on est malade, on prend une pilule, miracle, magique et tout va bien. C'est voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu vu les effets, les limites en fait des médicaments, des compléments alimentaires aussi. Hein. Les compléments alimentaires, c'est un petit peu, bon, c'est différent évidemment, mais on ne peut pas donner tout le pouvoir à une petite pilule d'enrayer tout un mécanisme qui est dysfonctionnel. Si par exemple, c'est pour faire une comparaison, notre microbiote, il est assez similaire aux terres aujourd'hui, dans le sens où la terre qui a été complètement aseptisée à coups de pesticides, avec l'agriculture intensive notamment, c'est comme avoir une terre qui a été complètement aseptisée, on n'a plus du tout de bons nutriments, de bonnes bactéries, un bon écosystème, et on va ajouter, le probiotique serait un peu de terreau. C'est mettre un petit peu de terreau. Donc c'est bien, mais en fait c'est un tout petit pansement sur le problème. Le Mmh. but, c'est plutôt d'essayer de comprendre
ce déséquilibre, quelle est la cause du déséquilibre, donc d'enlever, entre guillemets, tout ce qui va aseptiser notre microbiote, donc évidemment de diminuer, par exemple, les médicaments, d'avoir justement aussi des bons nutriments pour nourrir les bonnes bactéries, pour justement que ça prolifère et que ces bonnes bactéries déjà présentes puissent rester, pour que les mauvaises puissent finalement détruire par elles-mêmes. Après, les probiotiques, évidemment, ça peut être intéressant quand on veut apporter des souches particulières ou donner un petit coup de boost, par exemple, quand on prend des antibiotiques pendant la cure et un peu après, c'est super intéressant. Mais voilà, c'est pas la panacée. Et aujourd'hui, le problème des probiotiques, c'est que en fait, ils coûtent très cher. C'est des compléments alimentaires un peu particuliers parce que ce sont des micro-organismes vivants. En tout cas, on veut qu'ils soient vivants. Et la plupart du temps, en termes de formulation, il y a énormément de marques qu'on ne citera pas, mais qui sont très en vogue sur les réseaux sociaux, qui surfent à fond sur cette tendance, mais qui sont complètement mauvais en termes de formulation, de recherche, développement. Donc, en fait, vous allez acheter vos probiotiques qui seront déjà, la plupart déjà morts sur les étals de pharmacie et voilà, et qui ne seront peut-être pas forcément bien dosés. Après, il faut faire aussi attention quand on a une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un microbiote qui est déséquilibré. Quand on rajoute un peu de bonnes bactéries, ça peut venir vraiment contrarier. Donc, vous avez peut-être déjà fait l'essai de tester des probiotiques et vous avez eu des ballonnements, vous n'étiez pas bien. Parfois, ce Mhm. sont pas les bonnes souches, mais souvent, c'est le signe qu'il y a un déséquilibre profond du microbiote. Donc, moi, ma prise en charge, c'est le probiotique, c'est même tout à la fin qu'on peut le prendre. Il y a D'accord. beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avant. D'accord, ok. Mm. Il y a certaines études qui évoquent l'idée qu'un microbiote est personnalisé, presque comme une empreinte digitale. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'un jour on puisse créer des traitements individualisés à partir de notre flore intestinale? Ouais, c'est une bonne question. Alors, en effet, oui, notre microbiote est unique dans le sens où on a quand même des grandes, les entérotypes, ce qu'on appelle, c'est des classes de bactéries, en fait, de microbes qui vont être assez similaires, par exemple, d'une population à une autre, notamment si on compare le microbiote d'une population européenne, il y aura beaucoup plus de similitudes, pardon, que avec une population africaine, par exemple, ou qui vont avoir accès donc ils n'auront pas accès forcément à toute la malbouffe qu'on va avoir, ce qu'on appelle la Western Diet. Donc c'est l'alimentation occidentale avec peut-être des fast-foods, beaucoup de sucre raffiné, etc. Plus de viande aussi versus une population qui sera plus végétarienne, manger beaucoup plus de fibres. Donc il y a déjà des grandes similitudes, on va dire, au sein d'une population. En revanche, on a tous un microbiote vraiment unique parce que ce microbiote, il est hypersensible en fait à tout notre environnement, tout ce qu'on va prendre en termes de médicaments, tout ce qu'on va manger tous les jours, notre stress. Énormément de facteurs vont venir influencer notre microbiote. Donc aujourd'hui, c'est en effet comme une empreinte digitale. Il n'y a pas une personne sur Terre qui a exactement le même microbiote que nous. Il y a des similitudes, comme je l'expliquais, au sein d'une population, mais aussi, par exemple, au sein d'un foyer. On va Ah avoir ouais. nos microbiotes qui, peut-être, je pense, communiquent entre eux. Et d'ailleurs, c'est super important de savoir avec qui vous entourez, de qui vous entourez, parce qu'en fait, vous allez être un petit peu aussi dépendant de ça. Mais en fait, par exemple, votre conjoint, si vous avez un rapport tactile, beaucoup plus de contact, en fait, physique, il va y avoir, en fait, des échanges de bactéries. On s'est rendu compte que les microbiotes devenaient de plus en plus similaires. Évidemment, ils restent uniques dans les grandes lignes, mais il y a voilà, une sorte d'échange entre intermicrobiotes. C'est incroyable. Ouais. Et c'est assez fou. Et c'est vrai, pour revenir au côté de personnaliser ou plutôt de s'auto-microbioter, alors c'est vrai qu'on passe par les probiotiques. Comme je l'explique, il y a de très bons probiotiques. Moi, je travaille avec des labos qui font énormément de recherche, de développement, ils font des choses super. Voilà, faut trier. C'est surtout, après, c'est aussi mon regard de docteur en pharmacie. Je pense que je suis assez critique là-dessus, évidemment, mais je pense qu'il y a donc les probiotiques. Il y a aussi évidemment toute l'alimentation où on peut apporter des prébiotiques, comme je ne sais pas si tu sais, en fait, prébiotiques, c'est Bah, moi, j'ai lu ton livre, donc je sais un oui, petit ah peu. ben voilà, exactement. Mais peut-être que tous les auditeurs ne l'ont pas lu. Donc voilà, tu es une très bonne élève. Mais du coup, alors dis-moi, que sont les prébiotiques? Alors, j'ai retenu que le melon. Parce que, en fait, j'ai retenu Ah, les aliments. vas-y. Ouais, j'ai retenu que certains aliments, comme le melon, Ouais, voilà. sont des prébiotiques. Je ne savais pas. Ouais, et du coup, melon, après tout ce qui est du règne végétal, en fait, les prébiotiques vont se trouver vraiment dans le règne végétal. Principalement, ce sont les fibres, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des aliments qui sont beaucoup plus riches. L'artichaut aussi, qui est très, très bien pour la détox du foie, mais très riche en inuline. La chicorée, alors on n'en mange pas forcément beaucoup, mais c'est un bon substitut pour le café. Et ça, c'est super intéressant. Si vous buvez beaucoup de café, souvent, ça peut être assez agressif pour l'intestin, pour le microbiote.
Donc la chicorée peut être un bon substitut. Et Le café, pardon, je te coupe juste, le café, ouais. c'est agressif du coup pour... Alors, ouais, c'est vrai que bon, le café, en tant que tel, un bon café a beaucoup d'antioxydants. Alors, les Mhm. cafés de grande surface, généralement, voilà, sont très, très mauvais. Mais un bon café de qualité, c'est bourré d'antioxydants. En revanche, la caféine, c'est une grosse molécule très complexe à digérer. Ça fatigue énormément le foie et ça vient aussi taper dans ce qu'on appelle le cortisol. Donc, c'est l'hormone du stress. Et notamment, on voit typiquement le profil type du pré-burnout, ce qu'on appelle la fatigue surrénale. C'est en fait des personnes qui vont carburer à coups de stress, de café, de sucre. Et en fait, c'est tout ce qui est mauvais justement pour les glandes surrénales qui sont responsables de nous aider à gérer le stress notamment. Donc en fait, on peut se retrouver dans un état d'épuisement complet. Mais pour les personnes aussi qui ont un profil, donc soit syndrome de l'intestin irritable ou pathologie digestive, des ballonnements, des aigreurs d'estomac aussi, c'est très agressif pour les parois de l'estomac. Le café, généralement, on évite en fait. Ok. Et pour la concentration aussi, le café. En fait, il y a beaucoup de substituts. Faites attention aux substituts. Pareil, il y a énormément, on parle beaucoup des potions à base de plantes adaptogènes. Voilà, mais faites attention parce que parfois, ils rajoutent aussi beaucoup de sucre. Donc, faire attention à la compo. Mais on peut vraiment substituer assez facilement le café. Et moi, personnellement, j'ai vu des effets, alors moi, personnellement, et en consultation, assez radicaux, en fait, quand simplement on fait un test d'enlever le café de son alimentation et on voit à plein de niveaux, au niveau de l'énergie. Déjà, on pense boire un café parce qu'on n'a pas assez d'énergie, mais en fait, c'est l'inverse, c'est le café qui nous fatigue. Donc, Mhm. c'est une drogue finalement. Et au niveau de l'intestin, au niveau du transit intestinal, de beaucoup de choses. Ok. Donc, faire attention, on va dire avoir une consommation raisonnable de café. Et sinon, pour revenir aux aliments, on parlait des Les prébiotiques, je prébiotiques, ouais. crois. Il y a la pomme aussi qui est super intéressante. En fait, tous les fruits, légumes, vraiment, il faut blinder votre assiette de végétaux. C'est super important. Céréales, les céréales, faites attention qu'elles soient pas trop raffinées. Mais pareil, il y a des fibres aussi, ça c'est la théorie, mais il y a des personnes qui ont une dysbiose intestinale tellement forte, des problèmes de digestion, un transit très compliqué, pour lesquels tout ce qui est bon pour le microbiote, ça va pas être bon pour eux parce qu'ils peuvent pas l'assimiler. Le microbiote est tellement patraque, en fait, qu'il n'arrivera pas à assimiler tout ça, ce sera très compliqué. Donc, on va faire vraiment un accompagnement un peu plus comme un bébé, finalement, c'est lui incorporer petit à petit, en fait, ces prébiotiques, Ok. pour éviter que ce soit Et compliqué. du coup, sur la question, tu sais, de la possibilité d'un jour individualiser Oui. vraiment, est-ce que tu Alors, penses que ce sera le cas ou dans le futur? Alors, bah, malheureusement, je pense qu'on aimerait. Alors aujourd'hui, il y a déjà une pratique médicale qui se fait, qui est en état d'étude clinique. Il y a une seule indication, c'est pour le Clostridium difficile, qui est vraiment très agressif. Voilà, ce sont des pathologies très compliquées, mais c'est la transplantation fécale de microbiote fécal. Donc en fait, on va aller transplanter, pour faire simple, du caca d'un patient sain. Alors aujourd'hui, c'est compliqué de savoir justement qu'est-ce qu'un microbiote sain, mais on va aller transplanter, donc en fait, au niveau voilà, par sonde anale, en fait, un microbiote à Ok. un patient malade. Donc aujourd'hui, c'est un essai clinique pour beaucoup d'autres pathologies. Il me semble presque que c'est aussi étudié au niveau de la dépression ou des pathologies psychiatriques assez lourdes aussi, parce qu'il y a un énorme lien entre le microbiote et le développement de pathologies, même on en voit de plus en plus d'ailleurs chez l'enfant, mais de troubles de déficit de l'attention, de l'hyperactivité, des troubles du spectre autistique aussi. Mm. Alors, peut-être que c'est plus diagnostiqué, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans l'environnement qui a switché et qui a vraiment provoqué un développement de ces maladies. Et en fait, on est en train vraiment d'étudier ça. Après, la dérive, on va dire, de cette pratique, c'est que déjà, premièrement, qu'est-ce qu'un microbiote sain? Aujourd'hui, on ne Mm. saurait pas dire. Donc, on sait que c'est un microbiote qui est très diversifié et riche. OK, pour autant, est-ce que certaines souches sont meilleures que d'autres? Ça, on ne sait pas. Pour ma part, et c'est une des questions sur lesquelles parce que quand j'ai étudié notamment ce DU, c'était à la faculté de pharmacie de Grenoble sur les microbiotes. Donc, on avait des chercheurs du CNRS qui étudiaient beaucoup ces nouvelles pratiques. Et on voit de plus en plus qu'il y a une connexion entre, on va dire, les traits de caractère, de personnalité aussi, et notre microbiote. On a fait des tests, par exemple, sur des petites souris, et on a vu, donc, il y a les souris qu'on appelle axéniques, donc c'est des termes médicaux, mais ça veut dire qu'on leur Mhm. a enlevé leur microbiote. Donc, elles n'ont absolument pas de bactéries microbiotes.
et des souris qui ont un microbiote sain, on va dire, elles n'ont pas du tout le même comportement. Donc, en fait, on va avoir, par exemple, une souris qui a un microbiote, entre guillemets, en pleine forme, qui va être très sociable, qui va aller voir les autres petites souris, se balader, curieuse dans son petit labyrinthe, etc. Et une souris qui a un microbiote patraque, pas très en bonne santé, qui va être beaucoup plus introvertie, rester dans son coin, pas du tout en connexion avec l'environnement extérieur. Et en fait, on a fait des transferts justement via ces souris axéniques. On va transférer les microbiotes et voir le comportement qui va différer. Et en fait, c'est assez. Alors, c'est une étude qui est faite au niveau des souris, évidemment, mais qui est assez flagrant de voir le changement de comportement et de personnalité. Donc aujourd'hui, moi, la question que je me posais, c'est que, en fait, on va faire une sorte de... Alors, c'est pas de l'eugénisme, je sais pas si tu as entendu parler, l'eugénisme, c'est une sélection des gènes. On fait une sorte de... On estime que tels gènes sont meilleurs que d'autres. En revanche, à l'échelle mondiale de la population, c'est supprimer certains gènes et estimer qu'ils sont pas bons pour la population, alors que c'est la diversité de la population qui est intéressante. Si on fait pareil, là, ce ne sont pas des gènes, ce sont des microbiotes, mais si on fait la même chose, ça voudrait dire qu'on aurait presque tous les mêmes microbiotes et puis tous la même personnalité, tous les mêmes comportements. Donc, Ouais, c'est finalement aller à l'encontre de la survie de l'espèce, ouais, ouais, c'est à mon sûr. sens. Et Ouais, je puis pense ça, que il peut y avoir une dérive, complète. tu vois, limite un film de science-fiction, quoi. Et oui, je pense que la science-fiction, on est quand même dans de la science-fiction. On Ouais, a vécu des choses assez, ouais, assez folles ces dernières années aussi. oui, Et je c'est pense vrai, que c'est vrai. on n'est pas si loin que ça. Et c'est bien d'encadrer évidemment la recherche médicale, de voir quelles sont les dérives. Et c'est vrai que pour avoir un petit peu échangé avec certains chercheurs, on voit que certains chercheurs sont tellement obnubilés par leurs découvertes qu'ils en oublient même le sens plus large en fait que ça peut avoir. Et Mhm. aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment le développement des traits de caractère en fonction de notre microbiote. C'est D'accord. assez fou de se dire que certains traits de personnalité seraient liés finalement à nos bactéries. Ok. Mm. C'est incroyable. Si tu devais recommander justement un seul geste au quotidien simple et accessible pour prendre soin de son microbiote, ce serait lequel? C'est dur d'en dire un seul. Tu peux en dire trois, allez. Allez, trois, parfait, j'en avais trois en tête. Donc déjà, je dirais évidemment la nutrition, l'alimentation. Donc c'est avant même de vous supplémenter, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire à la maison, c'est de vous alimenter différemment. Donc en fait, donc deux conseils, c'est d'éliminer tout ce qui va nourrir les mauvaises bactéries et d'augmenter ce qui va nourrir les bonnes bactéries. Donc premier truc à savoir, ce qu'on élimine, c'est les sucres raffinés. Et là, les sucres raffinés, on les trouve de partout. Mais c'est vraiment un scandale sanitaire aujourd'hui puisque ces sucres, c'est le terreau des problèmes même de cellules cancéreuses, maladies chroniques, de l'inflammation. Bref, c'est vraiment le poison de nos sociétés. Donc déjà, commencer par éliminer ça et mettre beaucoup de fibres. Comme j'expliquais, les fibres, on les trouve dans les fruits, les légumes, les céréales complètes. Donc, avoir un maximum de fibres et vous faire accompagner, notamment si vous avez des pathologies digestives, c'est important parce que ça peut un peu dérégler aussi on va dire la digestion. Donc, vraiment savoir les quantités qu'il faut incorporer. Donc, premier tips, on va dire, c'est vraiment beaucoup de fibres dans l'assiette. Pour nourrir, c'est les prébiotiques, ça va nourrir vos bonnes bactéries et éliminer les mauvaises. Donc, comme ça, on rééquilibre, on va dire, l'écosystème du microbiote. Le deuxième point, c'est la sphère émotionnelle, parce qu'on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais aujourd'hui, en fait, le microbiote, c'est pas tant la cause du problème, c'est plus je dirais un marqueur. En fait, ces petites bactéries, elles sont hypersensibles, comme beaucoup d'entre nous, on l'est, et en fait, elles vont vraiment nous envoyer des signaux. C'est qu'en fait, on lui donne des choses qui sont mauvaises pour elles. Donc, si le microbiote n'est pas en pleine forme, c'est fort à parier que vous n'êtes pas en pleine forme. C'est le reflet, en fait, de vous. C'est juste qu'elles sont plus petites, donc plus sensibles. Donc, elles vont réagir plus rapidement. Donc, tout l'aspect émotionnel, évidemment, est super important puisque derrière beaucoup de pathologies aujourd'hui, la manifestation physique, elle se fait en dernier lieu. Très souvent, il y a une racine dans l'émotionnel. Donc, il faut aller creuser, en fait, vraiment à ce niveau-là. Donc, prendre soin, je dirais, l'émotionnel, c'est écouter vos émotions et les accepter parce que très souvent, on veut les supprimer. La société veut nous... Il y a des émotions acceptables et d'autres un peu moins. Donc, c'est vraiment apprendre à les écouter et en fait, essayer de comprendre que l'intestin, il ne va pas digérer seulement des aliments, mais toutes vos émotions. Et des émotions enfouies, beaucoup de personnes, surtout les hommes, mais aussi des femmes, la société nous dit c'est pas grave, je mets un couvercle par-dessus. Mais en fait, ces émotions, elles restent vraiment stockées en fait dans l'intestin et ça peut provoquer des années plus tard des maladies, des problèmes au niveau intestinal. Donc vraiment aller investiguer dans l'émotionnel et faites une détox émotionnelle, faites ressortir toutes ces émotions pour bien les digérer. Donc ça, c'est un deuxième point vraiment clé, on va dire,
pour être en forme, être bien avec son petit ventre. Donc voilà, c'est important. Et après, je dirais en troisième, c'est aussi la connexion avec son entourage, puisque finalement, comme on l'a vu, il peut y avoir une vraie connexion entre nos microbiotes. On dit souvent, ça c'est plus dans le développement personnel, mais qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc assurez-vous d'être entouré des bonnes personnes, que votre entourage soit le reflet de ce que vous voulez, voilà, qu'il soit sain, on va dire. Donc faites en sorte d'opérer un reset. Donc, c'est le nom de la méthode que j'ai créée, d'ailleurs, la méthode reset, mais d'opérer un Mhm. reset, pas seulement dans l'assiette, mais dans toute votre vie, en fait, Ouais, de questionner votre quotidien. Qu'est-ce qu'il y a dans voilà, votre entourage qui va faire du bien? Si ça vous fait du bien, ça fera du bien à votre ventre et vos petites bactéries aussi. Parce que du coup, là, tu parles, il y a le côté, je parle relationnel, hein. Donc, tu as le Ouais. côté où tu as le toucher avec quelqu'un, où il y a vraiment cette. Mais si Mm. par exemple, tu côtoies des gens, Oui, en fait, l'interaction. là, c'est plus au niveau mental, mais vu que le mental agit sur le microbiote, ou c'est vrai? Exactement. Oui, ouais, C'est d'accord. exactement ça. Et en fait, on l'a vu notamment pendant la période des confinements avec le Covid, c'est que ça a été d'ailleurs une véritable catastrophe. On parlait de distanciation sociale. Le lien social, c'est hyper important pour l'immunité. Donc en fait, ça D'accord. allait complètement à l'encontre de justement développer une forte immunité pour se battre contre cette attaque virale. Et en fait, l'idée, c'était plutôt de faire une distanciation physique, mais pas Mhm. sociale. Et notamment, on voit les personnes âgées quand il y a plus de solitude, d'isolement, ou pendant en effet les confinements, on a développé énormément de pathologies en fait qui sont Mhm. liées à ce manque de contact social. Et aujourd'hui, à l'ère du digital aussi, et j'en parle en connaissance de cause, je travaille en ligne, c'est pas toujours évident, on n'a pas la même interaction. Il y a un lien social, mais c'est vrai que les C'est écrans, différent. ouais. Je Donc je comprends. pense qu'il y a aussi quelque chose qui se passe à ce niveau-là aujourd'hui qui va venir muter, on va dire, notre microbiote. Mhm. Manque de lien social. Est-ce que, il y a des techniques ou des thérapies qui, selon toi, sont très efficaces pour un microbiote malade? La nutrition, évidemment, ça Ouais, c'est, je pense, le point premier numéro pilier, un. très très gros pilier. Après, c'est tout ce qui est, ce qui va accompagner au niveau, comme je disais, émotionnel, parce que là, on parle du microbiote, mais le microbiote, c'est le terreau de notre santé en général, physique et mentale. Donc, Mhm. ça peut être plein de pathologies. On peut penser microbiote égale problème de digestion. Pas seulement, on peut avoir des problèmes d'asthme, des problèmes de peau. Il y a beaucoup de problèmes d'acné, d'eczéma, etc., qui sont liés à un microbiote qui n'est pas en bonne santé, des problèmes, des équilibres hormonaux. Il y a une connexion aussi avec les hormones. Donc, bref, toute pathologie. Et du coup, très souvent, comme je disais, il y a une racine émotionnelle, en fait. C'est toujours vous interroger un petit peu dans ce chemin de guérison, c'est faire un peu le détective, essayer de comprendre quel a été le déclencheur. Parfois, ça peut remonter à très loin, en fait, les causes émotionnelles. Ça peut remonter très souvent à l'enfance, où on était beaucoup plus sensible aussi, et on a stocké des choses. Et les thérapies, alors c'est assez personnel, parce que moi, c'est vrai que c'est ma curiosité, tout ce qui touche à la santé. J'ai aussi testé beaucoup de thérapies différentes, et j'adore pouvoir orienter mes patients justement vers d'autres thérapeutes, parce que je travaille aussi avec d'autres personnes. Et en fait, ce qui a beaucoup marché, c'est à vous de voir où vous êtes le plus réceptive, et notamment l'hypnose, puisque en fait, dans l'inconscient, on va stocker beaucoup de choses, mais Mhm. l'hypnose va permettre de faire ressortir des choses de l'inconscient, des choses mal digérées, qui peuvent justement devoir remonter à la surface. Donc ça, c'est intéressant. Et j'ai également découvert, je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est thérapie transgénérationnelle. Mhm. Donc là, on est vraiment sur de la transmission, en fait, de pas seulement nos gènes. On se rend compte que d'une génération à l'autre, on va donc évidemment transmettre nos gènes, mais dans les cellules vont être porteuses de finalement un peu tout ce que la personne a vécu aussi. On est constitué à 70% d'eau, on est aussi fait de vide finalement aussi, puisque l'atome est tout petit et je crois qu'on est fait de 0,0001% de matière et tout le reste c'est du vide. Et dans ce champ de vide circule beaucoup d'énergie. Donc en fait, on l'a vu notamment avec toutes les générations, par exemple grands-parents, arrière-grands-parents qui ont vécu des traumatismes, par exemple dans les guerres. À l'époque, on pouvait perdre aussi des enfants, etc. Et il y a une sorte de transmission qui peut se faire de ces traumas et qui peuvent du coup se manifester sur des générations après par des pathologies, ce qu'on appelle les générations symptômes en fait. Et la cause va être un petit peu dans on va dire, la lignée familiale. Donc d'aller creuser un petit peu tout ça, d'essayer de remonter. On peut pas tout guérir évidemment, et puis ça, selon votre ouverture par rapport à tout ça, mais c'est toujours intéressant peut-être de vous demander aussi qui de votre famille a les mêmes symptômes ou les mêmes plaintes ou des pathologies. Par exemple, si vous avez des problèmes de digestion, est-ce qu'il y a eu des cancers colorectaux, etc. Vous pouvez tracer des liens et voir s'il y a des choses à guérir aussi, même sur le plan
émotionnelle et familiale. C'est Ouais, intéressant. essayer de se libérer de certaines choses, quoi. Ouais, exact. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des programmes que tu proposes et de ton livre? Ça Oui, serait, avec je pense, très d'ailleurs pour les personnes qui veulent aborder un petit peu, le sujet, moi, enfin, du coup, j'ai lu le livre et non, mais je trouve que c'est super parce que c'est interactif. Comme tu ouais, disais, enfin, on en parlait un petit peu en off, mais il y a le côté test, du coup, profil. Tu te oui. reconnais vraiment dans des J'avais dans un envie de te profil? demander justement quel est ton Et profil. je vais te dire. Ah. Donc voilà, c'est un test qu'on fait au début en fait du livre et ça permet d'avoir, comme tu l'expliques, des profils et du coup d'avoir des conseils personnalisés en fait, en fonction de votre profil. Et moi, je suis la belly girl hypersensible. Non, j'aurais pu te parier. Ah ouais? Généralement, j'attire les belly girls hypersensibles. Ah ouais, j'en ai, On se reconnaît entre nous. j'avais 8 petits Ah triangles. oui, donc c'était bien marqué. D'accord. Voilà. Mais juste pour, voilà, il y a la belly slim girl. Donc là, on est plutôt sur, par exemple, des problèmes au niveau du métabolisme, prise de poids, résistance à la perte de poids. Donc ça, c'est aussi un accompagnement que je fais très souvent parce que aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est l'intestin, mais ça va être, ça peut toucher à pas mal de, se manifester à plusieurs niveaux en fait. Donc du coup, au Mhm. niveau métabolique, la belly girl cyclique. Donc là, on est plutôt au niveau hormonal. Ensuite, la belly girl hypersensible. Donc là, c'est très souvent des personnes qui ont des pathologies, qui vont être très réactives à des aliments, des intolérances Ouais, alimentaires, totalement. qui auront par exemple même la peau qui peut réagir assez facilement quand on change de produit cosmétique. Enfin voilà, ce qui est très sensible à son environnement. Mhm. Et très souvent, on imagine que cette hypersensibilité, c'est un handicap, mais en fait, c'est notre radar qui est super aiguisé, et qui est précieux, en fait, qui va nous aider justement, si on sait l'écouter, à aller au bon endroit, en fait. Donc, c'est intéressant. Et la belly girl stressée. Bon, ça, je pense qu'on est toutes un peu aussi. Il y a un petit Mais côté. ouais, je crois que voilà. Après le test, c'est intéressant de le faire au début, pas vous arrêter à ce test parce que vous pouvez être un mix de plein de choses et du coup Hmm. de regarder, piocher un petit peu. Le livre, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas comme un roman, évidemment. On le lit du début à la fin. On peut piocher par-ci par-là en fonction des Ouais. chapitres. J'ai même des hommes qui l'ont lu et qui l'ont beaucoup aimé. Alors évidemment, tout ce qui touche aux hormones, ça les concerne pas, mais le ventre, en fait, ça touche évidemment tout le monde. Et l'objectif, c'était surtout d'expliquer dans ce livre, c'est qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que Oui. très souvent, on banalise, que ce soit les médecins généralistes, les gastro-entérologues qui vont même rigoler, par exemple, des consultations, des femmes qui vont venir un peu gênées parce qu'elles ont des ballonnements, parce qu'elles ont, elles pètent, par exemple. Alors, les Mhm. pets, évidemment, c'est naturel, mais quand on en arrive à aller à une consultation, c'est que c'est embarrassant, c'est Oui, qu'il y a un problème. c'est que Et ça va j'ai pas. vu certains gastro-entérologues même banaliser ça, voire se moquer en fait de ce genre de plainte, alors même que ce sont des symptômes hyper précieux. Et aujourd'hui, c'était vraiment l'objectif d'apporter de vous aider à devenir un peu votre propre docteur en fait, et de Hmm. comprendre quels sont les messages derrière les symptômes que votre corps vous envoie, et essayer de, voilà, avec les solutions en fait, comment les corriger. Donc, c'est une petite, j'aime bien l'appeler la petite Bible du ventre, mais qui est Mhm. pratico-pratique avec des petits exercices. Évidemment, ça mixe beaucoup de nutrition. Donc, ça, c'est le propre, on va dire, de ma spécialité. Mais j'inclus aussi des conseils en termes d'émotionnel aussi, comment opérer via le journaling, l'hypnose, la méditation aussi, une détox émotionnelle. Donc, c'est un Mhm. mix de tout. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant pour mon cas particulier, par exemple, c'est la première chose, c'est vraiment le fait de varier. Parce que comme tu disais, moi, je suis sensible à plein d'aliments et du coup, quand j'ai tendance à trouver des aliments qui me vont bien, bah tu vois, je peux avoir tendance à le manger un peu tous les jours, la même chose. Et du coup, là, j'ai vraiment parce que tu donnes des exemples un petit peu, tu sais, de menus, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment une des choses que j'ai intégrées à la fin du livre, c'est de me dire non, mais il faut vraiment que je varie ce que je mange. Et aussi sur comment? Bah sur justement le fait que tu vois je réagisse facilement à des comment dire à des aliments etc. Le voir plutôt comme une chose positive parce qu'en fait c'est vrai que moi par exemple si je mange mal tu vois si je vais manger un fast-food et puis que le lendemain je mange une pizza franchement je vais pas être bien mon ventre je vais sentir que ça va pas Ouais. et tu vois je pense que peut-être que si je n'avais pas ça peut-être que des fois tu vois je me laisserais un peu plus aller en vacances tu vois Oui, c'est et ça. alors que Et là c'est non finalement, c'est une bonne chose. C'est un peu le maître qui nous met dans le droit chemin. voilà Après, c'est ça c'est vrai que appelle c'est reviens vers important. nous. Exactement. Mais après, c'est marrant, c'est un phénomène aussi que j'observe souvent, notamment dans les programmes que je propose, notamment la première phase. Donc, c'est un protocole, je l'appelle le protocole reset. Donc, ça opère un reset au niveau
notre alimentation. Donc évidemment, ça inclut de la détox et très souvent la prise en charge. On veut nettoyer dans un premier temps les organes, donc gros focus sur l'intestin, le foie aussi qui va détoxifier énormément aussi bien au niveau de la malbouffe, les médicaments qu'on a pu prendre. Voilà, donc c'est très important d'en prendre soin. Et en fait, il y a une phase ensuite, c'est en 3 phases, mais il y a une phase de réintroduction. Et Mm. à la réintro, en fait, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir observer la réaction du corps. Donc on a tout un petit journal de symptômes à remplir et en fait de voir justement si notre corps les digère bien ou pas. Et ça met vraiment en lumière le fait d'avoir éliminé. Le but, c'est pas d'éliminer pour toujours, mais parfois, il y a des personnes qui vont très bien digérer les produits qui contiennent du gluten, par exemple, les produits laitiers, et d'autres pas du tout. Et en fait, ça va vraiment vous aider à le mettre en lumière parce que parfois, on peut en consommer tous les jours, le corps va s'y habituer, il va créer des symptômes, mais on va dire qu'il est en mode survie, il va s'habituer. Mais le fait d'avoir éliminé, on va vraiment pouvoir le démontrer que oui, en effet, comme par exemple le café, Mhm. moi, je me suis rendu compte que j'en buvais énormément et c'est quand j'ai fait le test d'arrêter pendant 15 jours, j'étais métamorphosée. Et dès que je rebois un café, en revanche, les effets sont décuplés parce que c'est mon corps qui me dit là, stop, non, ça, on n'aime pas. Donc, Ouais. écoutez bien votre corps. Et quand vous l'avez submergé de malbouffe ou d'excès, etc., il va s'y être habitué. Faites un effet détox, d'élimination pendant un certain temps, toujours remplacé par d'autres choses parce que c'est pas simple d'arrêter certains produits. Bah, le café, en l'occurrence, bah, moi, là, je sais de quoi je C'est parle. C'est super. vraiment le truc. Tu vois, je me dis, je fais déjà tellement d'efforts sur tout que je me dis des fois, allez, c'est bon le café. Mais Ouais, moi aussi, c'est mon petit craquage et je suis pas parfaite, hein. Parfois, je ouais, me fais ouais, un bien petit sûr. café, j'adore ça et je sais que mon ventre derrière est pas content du tout. Mais c'est vrai qu'il faut arriver aussi, faut se faire plaisir. Mais ce qu'il faut, c'est remplacer par des choses qui sont super bonnes. C'est ça le secret parce qu'être dans Mhm. la privation, il n'y a pas de, enfin, on ne tient pas au long terme, c'est pas évident. Après, le café, ça a vraiment un effet addictif. C'est comme le sucre, en fait, les Ouais. sucres raffinés. Et c'est hyper problématique, le sucre, parce que, là, je le voyais d'ailleurs avec mes neveux et nièces. Donc, c'était la guerre au sucre parce que les enfants adorent en fait tout ce qui est Mhm. sucré, l'adolescence. Sauf qu'en fait, ce sont des calories vides dans le sens où ça n'a aucune valeur énergétique. On va le stocker tout de suite et ça fait des pics glycémie, c'est hyper inflammatoire, ça nourrit les cellules cancéreuses. Enfin, c'est catastrophique. Ça devrait Mhm. être retiré Du enfin, marché, quoi. vraiment. Et en fait, de trouver des substituts et de leur expliquer qu'on peut se régaler sans sucre. Mais quand on a été habitué à manger du sucre très sucré, de rajouter du sucre dans son yaourt, de rajouter du sucre dans son thé, de partout en fait, c'est dur au départ. Après, quand on enlève le sucre, on redécouvre les goûts des vrais Ouais. aliments en fait. Le sel, c'est pareil. Donc voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est toujours trouver Ouais, un c'est le peu temps de s'habituer, quoi. exactement des substituts et de trouver des choses. Et quand on a vraiment testé une vie, on va dire sans sucre, sans café, ça ne veut pas dire qu'on ne mangera pas un peu de sucre, mais voilà, les mauvais sucres en tout cas, les bons sucres, on en a besoin. Mais en revanche, on sait vraiment comment notre corps réagit à ça. Et c'est intéressant. Et tu sais, je vais rebondir sur ce que tu dis là avec les enfants. J'ai rencontré une femme japonaise Ouais. donc, qui vit au Japon. Et en fait, quand elle est venue pour la première fois en France, elle est venue avec son petit garçon. Et en fait, je lui demandais, enfin, c'est quoi la différence? Enfin, on parlait des différences. Et elle m'a dit, je suis choquée des aires de jeu en France. Parce Ouais. que tellement les enfants sont excités et tout. Parce Oui, qu'en fait, au Japon, ils leur donnent pas de sucre avant l'âge de immédiat. 3 ans et il y a quasiment pas de sucre raffiné dans leur alimentation. Enfin, tu vois. Et en fait, ils mangent du riz le matin. Enfin, le Et bébé des boit bons du thé. sucres, du coup, sucre lent. Et, tu vois, donc il boit du thé, enfin, sans Ouais. théine, mais tu vois, je veux dire, enfin, voilà. Et en fait, ben, les enfants sont apparemment beaucoup plus calmes dans les aires de jeu. Donc vraiment, ça l'a Ouais, ça marqué, l'a quoi. frappé, ouais. Ça l'a frappé. Et Mais ouais, donc je me dis qu'il y a peut-être des enfants, tu sais, qui ont des diagnostics des fois, tu sais, TDAH, hyperactifs, hyperactivité. etc. En Oui, mais en fait, c'est fait, juste arrêtez enlève le juste le sucre. sucre. Tout simplement, arrêter tous les gâteaux. Et cuisiner, en fait, c'est important parce Ouais. que le sucre, on en a besoin. Après, faites attention parce que souvent, j'entends aussi des personnes dire, ah, moi, j'ai arrêté le sucre. Non, il y a sucre et sucre. Oui. Là, on parle des sucres raffinés qui sont complètement inintéressants d'un point de vue nutritionnel, qui apportent rien, mais qui vont juste dézinguer tout votre microbiote, Ouais, vos on parle pas du miel ou de choses comme ça, des sucres exactement, naturels. le sucre Voilà. des fruits qu'on Oui. a dans les fruits, Mm, et les sucres lents aussi, dans mm, les céréales complètes, mm, etc. On en a besoin, c'est la première source d'énergie. Donc mhm. ça, c'est important, mais ça n'a pas du tout le même effet. Et c'est vrai que ce dont tu parles, Ouais. même nous, quand on était petits, j'ai pas le souvenir, alors on était enfants, on se rendait peut-être pas compte, mais mes parents, par exemple, le voient entre moi et les générations du dessous, c'est on n'a pas le même comportement en fait, Mm. et ils sont hyper actifs. Il y Ah a oui. les écrans aussi, je pense qu'ils doivent les surstimuler. Ouais, un petit cocktail. Un bon cocktail explosif et c'est des tornades. Et du Ouais. coup, je t'ai coupé tout à l'heure, mais peut-être, enfin, tu peux dire à nos auditrices comment faire si quelqu'un veut faire un programme avec toi.
Ouais, alors, bah, écoute, avec plaisir. Donc déjà, j'ai un compte Instagram, donc vous pouvez aller découvrir un petit peu plus. Donc je partage beaucoup au quotidien des inspirations, et cetera. Et ensuite, donc via le compte Instagram, vous pouvez aussi, aller sur mon site internet. Il y a tous les liens qui référencent. Donc en fait, j'ai développé, plusieurs formules d'accompagnement. Donc c'est 100% en ligne pour le moment, en tout cas. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on pouvait très difficilement aider un patient en consultation et en une seule consultation, mais plutôt dans son quotidien en étant proche du patient. Et du coup, le digital, évidemment, c'est invité puisqu'on est tous connectés à nos téléphones. Donc, il y a le côté pratique, on va dire. Donc, c'est une méthode qui va vous aider pas à pas, en fait, à opérer ce reset alimentaire. Donc, il y a comme le protocole reset qui est de soit 3 jours, soit 14 jours. Donc là, il y a de la détoxification. C'est souvent la formule préliminaire, on va dire, à tout accompagnement. Mais après, c'est plutôt des formules, on n'est pas sur de la détox, on est vraiment sur un rééquilibrage alimentaire et vous apprendre en fonction de voilà, vos symptômes, vos pathologies, à personnaliser votre alimentation. Donc, vous allez avoir à la fois des menus, mais il y a aussi des masterclass, en fait, des ateliers qui vont vous éduquer en fait à comprendre votre corps, comment fonctionne votre ventre, les hormones, le métabolisme, etc. Donc, j'ai un programme qui est dédié à ce qu'on appelle la résistance à la perte de poids, c'est-à-dire les femmes qui même parfois ne mangent, sont en carence alimentaire en fait, mais parce qu'il y a eu un dérèglement hormonal, soit suite à une grossesse ou en phase de préménopause, en fait, qui vont avoir un métabolisme qui stocke. Donc, quoi Mm. qu'elles mangent, ça va se stocker. Donc, c'est très compliqué à enrayer. Donc, on va s'atteler à cette thématique hormonale. Et là, je sors très prochainement, en fait, le programme Happy Belly, qui est un programme, donc c'est en continuité, puisque pour ceux qui ont peut-être dû voir dans le livre, en fait, au départ, il devait s'appeler Mon cahier Happy Belly. Ok. Et l'équipe commerciale de Solar a dit non, c'est trop anglophone, etc. Mais du coup, je parle de la méthode Happy Belly. Donc, c'est mon cahier ventre heureux. Mais le programme Happy Belly sort très prochainement, en fait, et c'est vraiment une extension, en fait, du livre qui va vous permettre d'être accompagné en 360 sur tout l'aspect, donc évidemment nutrition, donc les problèmes, voilà, qui sont à la fois digestifs, mais pas seulement, il peut s'adresser à des personnes qui, comme je l'ai expliqué, ont des problèmes au niveau de l'immunité aussi, donc très fatiguées, qui sont très souvent malades, des intolérances alimentaires, qui vont faire de l'asthme, des problèmes d'eczéma, psoriasis, des équilibres hormonaux aussi, puisqu'il y a une grande connexion avec le microbiote. Et donc, ce programme va apporter donc des inspirations, menus, recettes, des masterclass aussi sur plein de thématiques. Et je vais aussi beaucoup parler de la partie émotionnelle aussi et partager toute mon expérience aussi, notamment au niveau de différentes thérapies pour aider justement à se reconnecter à son petit ventre. Ok, c'est génial. Là, ce sera vraiment le kit complet, quoi. Exactement, kit complet. Et il y a de la téléconsultation aussi. Il y a deux formules. Soit on est autonome, soit une formule avec évidemment des consultations avec moi Ok. aussi. De toute façon, là, sous le podcast, il y aura le lien vers ton Insta et puis vers ton site. On va tout mettre Ok, comme ça, les gens pourront super. cliquer directement s'ils veulent aller voir Top. ce que tu fais. Ok. Et pour finir, tu sais, j'avais des questions de nos auditrices, parce qu'on aime bien répondre directement. Elles nous écrivent sur notre groupe WhatsApp. Donc, il y aura aussi le lien vers le groupe WhatsApp en dessous de ce podcast. Et donc, on a Nathalie qui nous a demandé si le cycle féminin interagit sur le microbiote intestinal. Alors oui, dans le sens où les hormones en fait ont une véritable connexion avec le microbiote. Donc évidemment, il y a une grande en fait, le microbiote va communiquer de différentes façons via par exemple, il y a le nerf vague aussi, envoyer des messagers chimiques, etc., mais aussi des messagers hormonaux. Donc en fait, il y a une véritable connexion évidemment. Donc derrière toute problématique, même déséquilibre hormonaux, c'est intéressant de prendre en charge la sphère du microbiote, en fait, super important puisque aussi un microbiote déséquilibré va générer beaucoup d'inflammation et l'inflammation peut venir aussi impacter on va dire la bonne synthèse des hormones et leur bon fonctionnement. Donc c'est super important voilà, il y a une connexion et d'autant plus aussi au niveau des oestrogènes, mais par exemple au niveau des ovaires. En fait, quand on a nos règles, donc en fait, l'intestin est très proche de cette région. C'est la même région, on va dire, abdominale. Et très souvent, vous avez pu remarquer, quand vous avez vos règles, un petit peu avant, on va avoir ce fameux, alors pas toutes, évidemment, il y a des petites chanceuses, mais le syndrome prémenstruel. Et ce syndrome, il est super intéressant dans le sens où il fait remonter à la surface tout ce qui a travaillé. Et typiquement, quand on a, par exemple, des problèmes de ventre, ça va s'accentuer. Parce qu'en fait, il y a quand même une inflammation qui se crée durant nos règles, voilà, qui est à ce niveau-là, dans cette région, et ça peut venir encore plus contrarier l'intestin. Je vois beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose, qui ont des problèmes d'intestin. Il y a un lien qui est assez évident.
Et c'est vrai que même si peut-être les hommes en parlent moins, mais les problématiques au niveau du ventre sont assez féminines malgré tout. Donc il y a quand même un statut hormonal qui est assez important. Et même au niveau de la fertilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de toutes ces techniques, par exemple, de PMA, donc procréation médicalement assistée, et cetera. On ne parle pas assez de l'hygiène de vie aussi par rapport à notre fertilité en tant que femme, de préserver le plus longtemps possible notre capacité à avoir des enfants. Et la prise en charge du microbiote est très importante aussi dans ce cas-là aussi. Ok. Il y a Magali qui nous demande s'il existe un lien entre ne pas avoir pris soin de son microbiote tout au long de sa vie et d'éventuels développements de cancer. Ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, sachez que même si vous estimez pas avoir pris soin de votre microbiote, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc il y Mhm. a pas de, voilà, c'est pas besoin de vous blâmer non plus là-dessus. J'entends aussi même des mamans qui vont être un petit peu apeurées parce qu'elles n'ont pas pu, par exemple, allaiter leur enfant ou pas voulu, pas, bref. Mhm. Donc voilà, vous pouvez booster le microbiote et l'immunité de plein d'autres façons. Donc, c'est jamais trop tard pour voilà. En revanche, donc le lien direct, le développement des cancers. Donc oui, c'est vrai que c'est assez étudié de voir le lien de certaines souches avec certaines pathologies. Il n'est pas aussi direct d'une souche d'une bactérie avec un profil type de cancer. En revanche, je pense surtout que en fait le microbiote est, comme je l'expliquais au début, c'est que c'est le reflet en fait de votre environnement. C'est-à-dire qu'un microbiote sain va seulement pouvoir proliférer dans un bon environnement, donc pas de sucre raffiné, pas de trop de stress, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Et à l'inverse, un microbiote pathogène, en fait, c'est souvent développé sous l'effet de ça. C'est pareil pour les cellules cancéreuses. Donc en fait, c'est plutôt un effet miroir entre les deux. Une cellule cancéreuse, elle se nourrit principalement de sucre. Les sucres raffinés, elle l'adore. C'est comme les mauvaises bactéries. Elle se D'accord. nourrit d'inflammation, elle se nourrit de stress, elle se nourrit de tout ce voilà, tout ce qu'il faut éliminer. Donc sachez aussi au moment où là je vous parle, on a tous des cellules cancéreuses en fait. Le Mhm. corps, et c'est le rôle de l'immunité de déjouer ces cellules, de les éliminer. Sauf que si vous saturez au quotidien votre immunité de malbouffe, de stress, de médicaments, vous épuisez complètement vos défenses immunitaires. Donc elles n'auront plus le temps en fait d'éliminer ces cellules cancéreuses. Donc celles-ci vont proliférer de manière assez rapide, puisque c'est ce qui les distingue d'une cellule saine, c'est qu'elles ont la capacité de se développer très très vite et elles Mhm. vont devenir après des tumeurs et voilà tout le développement d'un cancer. Et un cancer, ça se développe pas du jour au lendemain, ça peut prendre des décennies avant de 20, voire jusqu'à 40 ans avant de se développer. Donc D'accord. voilà, on a tous, entre guillemets, touche du bois, un cancer en dormance. L'idée, c'est vraiment de contrôler au quotidien tout ce qui va voilà, éliminer tout ce qui peut favoriser le développement des cancers. Ça, c'est Ok. très, très important. Mm. Il y a Florence et Perrine qui avaient des questions un petit peu similaires, qui disaient qu'elle connaissait enfin, le fait qu'il y avait un lien entre le microbiote, la dépression, ou le microbiote et la psychologie. Est-ce que tu peux un petit peu approfondir et comment les perturbations du microbiote et troubles intestinaux peuvent vraiment agir sur le cerveau? Alors oui, en fait, il y a deux aspects. Déjà, le microbiote, en fait, il y a une connexion avec intestin-cerveau qui est de plus en plus étudiée. Donc le microbiote, évidemment, va produire certains messagers qui peuvent envoyer donc des mauvais messages au cerveau. Donc ça va venir court-circuiter, on va dire, la communication entre les deux. Donc déjà, un microbiote qui est déséquilibré sera un premier quelque chose vraiment, pour moi, derrière toute dépression, il devrait y avoir une prise en charge au niveau du microbiote. Comprendre ce qui se passe avec l'intestin. Un autre critère important dont on n'a pas assez parlé, c'est la perméabilité intestinale. En fait, ce qui va se passer aussi, c'est que, donc par exemple, vous avez, donc c'est surtout au niveau de l'intestin grêle, en fait, on a une paroi intestinale et on veut qu'elle soit perméable pour laisser passer des nutriments bien digérés, mais pas des grosses molécules. En revanche, sous l'effet de certaines molécules, des pesticides, de certains médicaments aussi, donc les causes sont multiples, on les a pas toutes identifiées, mais on va développer ce qu'on appelle l'intestin hyperperméable, c'est-à-dire qu'il y a trop de porosité, donc ça va laisser passer dans le sang en fait des grosses molécules type le gluten, etc., qui vont être hyper inflammatoires et générer pas mal de problèmes. Et Mhm. c'est ce qui peut aussi se passer au niveau du cerveau. Donc là, c'est pas tant le microbiote, c'est cette perméabilité intestinale. Donc on va avoir des molécules qui vont passer dans le sang qui seront même neurotoxiques. Donc développer des problèmes après au niveau du cerveau. Je pense notamment aussi, pas seulement à la dépression, mais même Alzheimer aussi. Je pense qu'il y a un véritable effet qui se passe à ce niveau-là. Donc, ça vient développer une attaque en fait directe au niveau du cerveau et au niveau de la production d'hormones type dopamine, sérotonine, etc. Donc ça, c'est évidemment important. Et le nerf vague aussi,
qui, par exemple, vous avez dû... en fait, c'est le nerf qui va venir réguler tout le système nerveux entérique, donc c'est le système nerveux autonome. Donc notamment, l'intestin est régi par ça, c'est-à-dire que les contractions de l'intestin, qui sont constantes, ce qu'on appelle le péristaltisme, en fait, c'est quelque chose qui se fait de manière autonome. On ne peut pas le contrôler, en fait. Donc, Ok. par exemple, une diarrhée, quand vous avez la diarrhée, il y a une hypercontraction de l'intestin. Et c'est quelque chose qui se fait de manière autonome. Mais vous avez pu vous rendre compte parfois que sous l'effet du stress, vous pouvez avoir un intestin qui est un petit peu plus Mhm. contrarié. Et voilà, c'est ce nerf vague, en fait, qui est le grand coupable et qui connecte les émotions à l'intestin, en fait, tout simplement. Ok. Et du coup, il y a une dernière question de Perrine qui est demandée comment on peut savoir si notre intestin pardon, est hyperperméable. Mmh. Alors, il y a plusieurs techniques. Soit, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de tests aussi qui sont intéressants, ce qu'on peut prescrire en consultation, notamment. Donc, ça va être un test. Généralement, c'est vrai que moi, j'aime bien un test qui est très complet. En fait, je travaille avec un laboratoire qui va nous donner vraiment toute la cartographie du microbiote et plein de marqueurs de la digestion. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne photographie de ce qui se passe à l'intérieur. Après, il y a plein d'acteurs, il n'y a pas que le microbiote. On parle beaucoup du microbiote, mais ça peut être un problème, en effet, de la perméabilité intestinale, l'acidité gastrique, un manque d'enzymes digestives, c'est hyper complexe. Mais l'idée, c'est d'avoir une connaissance de ça. En revanche, ce sont des tests qui sont très coûteux, certains ne sont pas pris en charge, donc c'est intéressant de pouvoir diagnostiquer d'une manière plus clinique, donc sous l'effet des symptômes, par exemple. Et un journal alimentaire. J'aime bien les journaux alimentaires, ça nous renseigne beaucoup de ce qu'on peut digérer et ce qu'on ne peut pas digérer. Mais l'hyperperméabilité, ça va être typiquement, en effet, si vous avez beaucoup de... En fait, je dirais à peu près tout type de symptômes, en fait, ça peut être lié à une hyperperméabilité. Donc, de l'inflammation, des douleurs articulaires aussi, des problèmes même au niveau anxiété, des problèmes au niveau mémoire, des problèmes... c'est surtout inflammatoire, en fait, dans le sens où ça va faire passer et ça va venir... un petit peu perturber donc votre microbiote évidemment, mais votre défense immunitaire. Donc voilà, les problèmes de peau aussi. Donc c'est à peu près, généralement, ça va un petit peu de pair. Une dysbiose intestinale, un microbiote malade, très souvent, il y a une hyperperméabilité intestinale. Ok. D'ailleurs, même peut-être que ça peut être la cause, l'hyperperméabilité intestinale, qui va du coup venir... en fait, ce qui se passe au niveau des parois, on a aussi le microbiote qui est présent. Donc, quand la paroi est pas en bonne santé, en fait, ça va venir perturber évidemment les bactéries aussi. Ok. Ben, merci beaucoup Laure d'avoir répondu à mes questions. Merci Barbara, j'espère que c'était pas trop, que ça reste digeste. Ouais, non, non, je pense que vraiment là, t'as apporté, d'ailleurs, t'as apporté ce qu'il fallait. Et maintenant, s'ils veulent aller plus loin, il y a tout ce qu'il Oui, faut, il y a tout ce qu'il faut la sur ressource. ton Instagram. Et du coup, on va sûrement faire gagner le livre Oui, avec plaisir. au- Dédicacé, je ferai dédicacé aux auditrices sur Instagram. Donc, qu'elles aillent regarder, ce sera en post collaboration, que ce soit sur ton Insta ou sur le nôtre. Et voilà, merci beaucoup Merci Barbara. et à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un immense merci à Dr Laure Iverna pour son éclairage passionnant sur le microbiote intestinal, ce monde invisible qui influence pourtant tant d'aspects de notre santé. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode, à laisser une note ou un commentaire et surtout à en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les références évoquées dans la description de l'épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet, toujours en lien avec la santé, le corps et ce qu'il a à nous dire. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.